Troisième leçon sur l'art, vous entrez maintenant au pays de l'encyclopédie, alors de Platon à Hegel en passant par Heidegger, venez découvrir ce que pensent les philosophes, des plus anciens jusqu'aux plus récents, de cette notion ô combien riche de sens. Pour Hegel, dans son texte L'esthétique, l'imitation de la nature par l'art, ce que les Grecs appellent mimésis, est vouée à l'échec car elle est présomptueuse. En effet, dit-il, aller dans la logique de cette simple et pure imitation du réel, c'est se donner un but impossible. Et donc, c'est ne pouvoir obtenir, par conséquence, que des résultats inférieurs à l'original. Ainsi, parce que l'art comme tel ne dispose pas des moyens qui seraient ceux de refaire ou de reproduire le réel, ou la nature, on voit qu'il souffre d'un déficit. Les techniques artistiques, de ce point de vue, ne sont pas simplement des techniques de reproduction, on dirait de clonage aujourd'hui. Un tableau, sous cet angle, n'est pas le double du modèle. En tout cas, il ne doit pas aspirer qu'à cela. Ensuite, parce que le caractère limité des moyens empêche tout simplement de refaire la même chose, pour ne permettre que de produire ce qui sont des illusions ou des apparences, auquel cas les tableaux n'auraient qu'un seul sens, ce serait celui de la correspondance à ce qui est déjà. Ainsi, à vouloir imiter, on ne fait, dit Hegel, que restituer, que rendre des apparences, comme on rend son déjeuner quand on a trop mangé. Donc on ne reproduit pas la chose, dit-il, on ne reproduit que les apparences de la chose, et qui plus est en tâchant de faire croire que c'est la réalité ou la vérité, c'est-à-dire dans un processus qui est celui de l'illusion pure et simple. Enfin, parce que lorsque l'art se contente de cela, lorsqu'il ne se contente que de restituer les apparences, de ne reproduire que les apparences et non la chose même, cet art, en fait, selon Hegel, ne fait pas illusion. Il n'offre de la réalité qui limite, dit-il, aucune représentation vivante. Il ne donne pas l'impression de la vie, même pas celle du mouvement. Il ne fait que présenter, les philosophes disent présentifier, la réalité sous une allure qui est à la fois grossière et grotesque, c'est celle en fait d'une caricature. Ainsi, comme le dit Hegel, si on ne va pas au-delà des apparences, on ne donnera pas l'impression d'avoir affaire à ce qui est imité. Ainsi, en imitant les apparences de la vie, on ne la rend pas. Cela revient, dit-il, à comparer un ver qui se prendrait pour un éléphant. On voit donc de ce point de vue que l'art qui voudrait imiter la nature est chassé de ses prétentions. Il est dans cette dimension misérable de la copie qui rêve d'être le modèle, et cette image du ver qui voudrait passer pour un éléphant restitue bien à la fois l'impossibilité et le ridicule pour l'art de vouloir imiter la nature comme telle, comme le disaient les Grecs. S'il ne fait qu'imiter, il sera toujours ridiculement éloigné de son modèle. C'est parce que les œuvres d'art ne restituent pas, selon la fidélité requise, la vérité des choses, que Platon, en ce sens, s'en prend assez violemment d'ailleurs aux artistes dans la République, au livre 10 notamment, où il condamne tous les processus liés à l'image. Il faut rappeler d'ailleurs que dès le livre 2 de ce texte, ô combien célèbre, les poètes ont été chassés de la cité idéale. En effet, parce qu'elles ne ressemblent pas à ce qu'elles représentent, les œuvres d'art abusent le spectateur. Elles se font passer, dit Platon, pour ce qu'elles ne sont pas, ou pire encore d'ailleurs, elles font passer la réalité pour autre chose qu'elle n'est. L'artiste imitateur, c'est presque un pléonasme sous la plume de Platon, est donc un imposteur, qui plus est un imposteur dangereux. L'artiste fait croire qu'il sait de quoi il parle, il fait croire même que ce qu'il représente est la vérité, il en parle bien, il le peint bien, et il en restitue des approches qui sont séduisantes. Il semble parfaitement restituer ce qui est, mais en fait, c'est une tromperie, c'est un abus de confiance. Ce qui signifie, pour Platon, que lorsqu'on voit une œuvre d'art qui semble rendre quelque chose à merveille, un tableau par exemple, pictural, donc, on est abusé en fait par cette œuvre davantage qu'informé par elle. Cette œuvre nous séduit au mauvais sens du terme, elle parvient à nous faire croire qu'elle rend la chose, alors qu'elle ne fait que provoquer en nous des effets qui s'approchent de ceux que la chose provoque elle-même. Ainsi, on le voit, le reproche est sans appel, ces œuvres n'imitent pas, elles trompent, elles font croire, elles sont cantonnées au domaine des apparences, trompeuses par définition, elles ne sont pas la vérité, ce ne sont que des répliques des choses,
Elles prétendent à la vérité des choses, mais elles ne nous donnent pas l'accès aux choses elles-mêmes. Ce sont donc de simples approximations, ce sont des erreurs, ce sont des faux semblants. Et pour cette raison, les artistes qui pensent par exemple le monde de l'Olympe et des dieux sur le modèle anthropomorphique des passions humaines doivent être condamnés, ils doivent être chassés, ils empêcheront à la justice idéale de régner dans cette cité que Platon veut parfaite. Dans la critique de la faculté de juger, troisième et dernier opus du criticisme kantien, Emmanuel Kant nous montre qu'apprendre des règles caractérise la technique, mais non pas l'art. Et il nous pose à ce propos la question épineuse, et complexe, et cruciale et peut-être cruelle du génie. Qu'est-ce que le génie, nous demande-t-il? La première caractéristique de ce terme, importante en art évidemment, c'est l'originalité. Or, Kant définit cette originalité comme, dit-il, le talent de produire ce dont on ne saurait donner de règles déterminées. Autant dire que le technicien apprend son métier, il apprend des savoir-faire, il refait donc ce que fait son maître, et en cela, il ne peut pas prétendre, évidemment, être original. En revanche, l'artiste, qui n'est pas l'artisan, on l'a bien compris, même s'il y a une racine commune dans ce terme, c'est la techné grecque, l'artiste est créateur pour sa part, précisément parce que lui s'affranchit de toute règle. C'est à cela qu'on le reconnaît d'ailleurs. C'est que le beau, dit Kant, n'est pas un concept, et donc ne se définit pas. Ainsi, en reconnaissant l'objection que nous avons énoncée plus haut, être artiste, ce n'est pas faire n'importe quoi, n'importe comment, Kant ajoute que l'œuvre de génie, l'œuvre géniale, doit aussi être exemplaire. Et cette exemplarité exclut l'extravagance. Il précise également que l'art ne s'apprend pas, et que l'artiste lui-même est incapable d'exposer, scientifiquement à tout le moins, comment il réalise son œuvre. Cet artiste ne peut donc pas nous énoncer les règles qui ont permis de concourir à la production de cette œuvre, parce que justement, il n'y en a pas. Ainsi, on voit toute la difficulté, c'est ce qui fait d'ailleurs que la plupart des gens qui suivent l'école des beaux-arts ne sont pas forcément des artistes reconnus, c'est que l'art ne concerne d'un côté ni la science, puisqu'il n'a pas de loi, de l'autre ni la technique, puisqu'il n'y a pas de savoir-faire requis, il y a plein d'autodidactes en art. On sait d'ailleurs du reste que de grands artistes ignoraient justement toutes des techniques de leur art. Van Gogh ou Gauguin n'avaient pas fréquenté les écoles de peinture, et cela n'ôte rien à leur génie, j'espère que vous en conviendrez. Alors la question se pose, d'où vient le génie? L'art est-il vraiment sans règles? La question reste ouverte.